Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, après avoir entendu cette dernière intervention, où pourrais-je trouver la force, sinon dans mon intime conviction, pour créer, comme nous le demandaient 173 universitaires récemment, pour créer, je cite, « une brèche dans le mur idéologique sur lequel nous avons l'impression que nos arguments glissent ». Et quelle lumière pourrait m'aider à éclairer les chemins de votre conscience au plus profond et sensible d'elle-même pour vous faire ressentir les risques considérables que cette loi fait prendre à notre société contemporaine. Peut-être y parviendrai-je en appelant à mon aide Étienne Portalis, que vous avez cité, monsieur le rapporteur, mais pas du tout dans le même esprit que ce que je vais le faire, cet éminent juriste provençal, mon cher Jean-Claude, éclairé et sage, qui, de sa statue de marbre au-dessus de nous, veille sur nos débats et à qui Bonaparte avait confié la rédaction de notre Code civil. La science, la clarté, le bon sens et la pureté du style de Portalis avaient su donner à notre Code, il y a 2 siècles de cela, la cohérence et la portée qui l'ont amené jusqu'à nous. Et il disait, Portalis, « La durée et le bon ordre de la société tiennent essentiellement à la stabilité des familles, qui sont les premières de toutes les sociétés, le germe et le fondement des empires. » Inscrit depuis dans la durée, ce code n'en mérite pas que plus de respect. Portalis, homme de conviction, de conscience, de réflexion et de modération, fut, comme le disait Sainte-Beuve, la lumière civile du consulat. Et s'il pouvait prendre ma place, il vous dirait combien il faut prendre de précautions quand on rédige une loi. Il vous dirait surtout que la loi civile, notre loi à nous, parlementaires, ne peut en aucun cas être de rang supérieur à d'autres lois que sont les lois naturelles, scientifiques, biologiques, physiologiques. Il nous dirait, je le cite, « Ne dégradons point la nature par nos lois ». N'est-ce pas lui-même qui nous rappelait cet avertissement de Cicéron ? Il n'est point du pouvoir de l'homme de légitimer la contravention aux lois de la nature. Oui, mes chers collègues, cette loi, elle est bien contre nature. Sous prétexte d'offrir une nouvelle liberté aux personnes homosexuelles et de satisfaire une nouvelle prétendue égalité en voulant gommer la différence entre l'homme et la femme et, partant de là, leur féconde complémentarité, cette loi, mes chers collègues, aura des conséquences directes sur tous les couples composés d'un homme et d'une femme et nous conduira, contrairement à ce que l'on dit, à de nouvelles injustices et à de nouvelles discriminations. Depuis l'annonce l'été dernier de la mise en œuvre de cette promesse électorale, le débat agite la France. Était-ce bien le moment, Madame la Ministre, en ces temps difficiles sur le plan économique et social, de diviser les citoyens de France sur un sujet de société aussi sensible alors que les Français ont tant besoin de se rassembler? Et d'autant que ce débat, non organisé, dans l'espoir sans doute de l'éviter, mal canalisé, a été pollué et trahi par d'habiles et scandaleuses manipulations sémantiques. Quelle belle escroquerie, par exemple, que cette locution « le mariage pour tous », qui tend à faire passer habilement l'idée selon laquelle la mesure serait juste, équitable et forcément bonne. Albert Camus aurait réagi à cette utilisation malfaisante des mots. À mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Il aurait également réagi l'utilisation du mariage pour qualifier l'union des personnes de même sexe. Les mots ont un sens, nourris par des siècles d'usage, porteurs du poids symbolique que leur ont donné des centaines de générations successives. Il faut faire attention aux mots, disait Éric Orsena, ne pas les employer à tort et à travers, les uns à la place des autres. Alors aujourd'hui, mes chers collègues, ne donnons pas au mot mariage un sens qu'il n'a pas et qui a toujours été celui de l'acte qui fonde avec un homme et une femme en vue de protéger leur relation
un foyer, un acte fondateur d'une famille dans l'esprit d'une filiation porteuse de renouvellement des générations. Loin de nous, moins de moi, l'idée de vouloir priver les personnes homosexuelles de vivre librement leur vie affective et civile. Nous sommes favorables à la création de ce statut proposé d'union civile par lequel les couples de personnes homosexuelles bénéficieraient strictement des mêmes droits mutuels que ceux dont disposent les couples de sexes différents, avec les mêmes avantages et éventuellement avec les mêmes inconvénients que celles du mariage. Je dis droit mutuel pour qualifier ces droits entre adultes, car il ne saurait être question pour moi d'assortir ce statut du mariage au droit à l'adoption. Car au-delà du poids symbolique millénaire du mot mariage que vous voulez modifier aujourd'hui, étendre le statut du mariage aux couples composés de personnes de même sexe implique ipso facto et de jure la faculté pour ce couple d'adopter, ce qui, à nos yeux, n'est pas acceptable au nom de l'enfant. Je comprends très bien pour tout homme, pour toute femme, le désir d'élever un enfant, mais quelle que soit l'ampleur de ce désir, il ne peut en aucun cas primer sur le droit de l'enfant d'espérer être élevé par un père et une mère dans l'altérité sexuelle de ses parents, même si celle-ci, dans le cas de famille monoparentale, peut n'être que virtuelle. Je crois que j'ai passé mon temps de parole, Président. Alors, je vais à la conclusion. Voilà, mes chers collègues, simplement, vous vous insurgerez, je n'évoquerai pas la PMA et la GPA. Nous vous dirons que vous avez ouvert une brèche avec l'adoption et que, comme le disait encore mon compagnon de route ce soir, Jean-Étienne Portalis, quand la raison n'a point de frein, l'erreur n'a point de borne. Je vous remercie. Merci.